Donc Dieu est peut-être un peu lesbienne. Lorsque on a eu nos premières attirances pour des filles, on ne s'est pas dit « ouais, trop bien, c'est génial ce qui m'arrive ». On s'est dit genre « je suis dans la merde ». Moi, je suis convaincue que 50% de la population est homosexuelle. Avec Élise, on est assez profondément convaincus que, mais comme d'autres, qu'on vit dans une société qui est hétéropatriarcale. Tu ne décides pas, tu te réveilles pas un matin en te disant « je vais être gay ce matin, c'est parti, c'est trop frais ». Non. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission où on a la chance de recevoir Élise et Julia, les fondatrices du média Fresh qui après ont travaillé chez Melty et aujourd'hui ont lancé leur podcast Coming Out où elles interviewent les personnalités publiques les plus connues en France qui ont révélé au grand public leur homosexualité. Elles ont sorti un livre qui explique justement tous ces phénomènes autour du coming out, autour de l'homosexualité et de comment ce sujet, qui est devenu un sujet très grand public depuis une dizaine d'années, est encore un combat pour beaucoup de personnes qui le vivent au quotidien. J'espère que l'émission vous plaira. On a eu un grand plaisir de les réaliser parce qu'elles ont été une grande inspiration pour nous au crayon et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle nous a plu. Ciao. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Nous sommes très contents de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Crayon. Aujourd'hui, alors avec Valran, on accueille deux invités, Élise Goldfarb et Julia Layani. Salut. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Vous publiez Coming Out, un livre qui est tiré de votre podcast, un podcast éponyme, livre qui est édité chez Stock et Spotify du coup. Coming Out, ça parle d'homosexualité, de transidentité. Pourquoi Pourquoi? Vous êtes lesbienne. Comment ça s'est passé tout ça? Racontez-nous un peu. Très bien. Belle introduction. Merci beaucoup, Jules. Nous, on a grandi avec Élise dans des milieux assez conservateurs. C'est vrai qu'on est juive et on vient de familles traditionnalistes. Donc c'est vrai que le coming out et l'homosexualité, ça n'existait pas vraiment dans nos adolescences et dans notre vie d'enfant. Et donc, par conséquent, on a eu des coming out assez difficiles. Puisque sans représentation, on était totalement perdus lorsque on s'est trouvé face à nos orientations sexuelles respectives et face à une fille, en fait, tout simplement pour la première fois. Voilà, sans modèle et sans exemple, on était totalement perdus. Moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant et dans le podcast et dans le bouquin, c'est vraiment le processus. Au-delà de parler du vôtre, c'est quoi le processus un peu type que vous voyez apparaître du moment où tu te poses pas forcément de questions sur ta sexualité, ou en tout cas pas dans ce sens-là, jusqu'au moment où en fait tu te rends à l'évidence du fait d'être homosexuel, voire même un peu bisexuel, même si on abordera le sujet après. Bah en fait, tu vois, on remarque. Parce que c'est un peu une enquête finalement, on se rend compte tout ça, parce qu'on a 55 témoignages, donc tu peux un peu te faire tes propres stats, tu vois, de ce que c'est le coming out. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs types de coming out. Il y a le coming out de quelqu'un qui, en réalité, a eu une épiphanie quand il avait 3 ans, 4 ans même, à sa naissance, qui le savent depuis le début et qui vont trouver un moyen de le formaliser. Xavier Dolan, par exemple, je crois. Xavier Dolan, je crois que oui, il s'en rappelle depuis qu'il est petit et qu'il a carrément été homophobe dans la cour de récré et tout. Enfin, lui, il a eu un vrai rejet, comme moi d'ailleurs, un vrai rejet de son identité. Et après, t'as des gens qui passent leur vie comme ça, comme si de rien, qui sont pas trop au bien dans leur couple hétérosexuel, mais qui se posent pas non plus trop de questions, et qui un jour, si c'est une fille, voilà, couche avec une fille, et se dit, mais attends, en fait, c'est ça que je suis censée ressentir. Et là, c'est un autre type, enfin, c'est le deuxième coming out pour moi, c'est le coming out de réalisation. Ouais, mais alors coucher avec une fille, ça se vient pas tout de suite, tu vois, quand t'es pas socialisé à ça, c'est une sacrée étape. Bah c'est ça le truc, c'est qu'en fait, vu que depuis la nuit des temps, on va dire, on ne nous dit pas qu'on a le droit de coucher avec qui on veut et d'explorer avec qui on veut, bah les filles qui aujourd'hui, je sais pas, ont la trentaine et sont hétéros et ça se trouve en fait sont lesbiennes, mais n'ont jamais eu l'occasion d'explorer ça, elles vont pas aller se dire je vais aller me taper une meuf. Enfin, tu vois, c'est très dur. Ouais. C'est chaud. Avec Élise, on est assez profondément convaincus que, mais comme d'autres, qu'on vit dans une société qui est hétéropatriarcale. Et dans hétéropatriarcal, il y a hétéro. Et que, en fait, tout ce qu'on nous montre depuis notre naissance, c'est des images, une culture, des fondamentaux hétérosexuels. Et donc, on est de base attiré par l'autre sexe. Et on est de base également obligé de se sentir bien dans son sexe assigné à notre naissance. Donc, on est vraiment dans une autoroute qui est tracée pour nous dans cette société. Et c'est vrai que, d'où la problématique du coming out, qui est toujours un moment, une annonce, un aveu, un moment difficile à passer, parce qu'on brise ce destin assez forcé. Lorsque on a eu nos premières attirances pour des filles, on ne s'est pas dit « ouais, trop bien, c'est génial ce qui m'arrive ». On s'est dit genre « je suis dans la merde, qu'est-ce qui va m'arriver et comment je vais faire pour… » ne pas décevoir mes parents, ne pas décevoir mon entourage, le dire à mon entourage, me le dire à moi-même, me l'avouer, être bien avec ça. Toutes ces questions arrivent et d'où l'objet de ce podcast. Et c'est plus un soulagement ou un poids au moment où tu t'en rends compte et au moment où tu l'annonces? Bah, au moment où tu t'en rends compte, c'est une catastrophe.
Honnêtement, je pense qu'il y a très peu de gens dans le podcast et dans le livre. Et dans le monde. Oui, et dans le monde. Je pense qu'il y a personne dans le monde qui s'est rendu compte qu'il était homosexuel et qui s'est dit oh, yes. Non, pas du tout. Moi, quand j'ai compris que j'étais lesbienne, je me suis dit mais comment je vais faire? C'est horrible. Il faut me sortir ça de moi. Il faut que je guérisse en quelque sorte. Au bout d'un moment, tu comprends que c'est pas une maladie et que t'as pas le choix en fait. Mais le jour où, en tout cas, t'arrives à le vivre, là, c'est incroyable. Souvent d'autant plus que dans nos adolescences, c'est vrai qu'on a parlé de ça il y a pas longtemps, toutes les deux, dans nos adolescences, il y a eu des personnes, amies ou pas, qui nous ont insultées de lesbiennes. Par exemple, je suis sûre que t'es lesbienne, toi, ça se voit et tout, t'es amoureuse de moi ou quoi? Des espèces d'insultes en fait, c'est clairement des agressions totales. Sauf qu'on s'en rendait pas compte parce qu'on n'était pas, si tu veux, mentalement, on n'était pas prête à l'entendre. Et d'ailleurs, vous-même, vous aviez on aussi. On se posait aucune question. C'est pas toi qui dis que tu avais des comportements aussi d'homophobes Évidemment, mais tous, dans la cour de récré, nous, on était au lycée en 2011, de 2008 à 2012. Il y avait à ce moment-là les discussions sur le mariage gay, le mariage pour tous. Je me rappelle très bien que c'était pas du tout stylé dans nos cours d'école de dire qu'on était pour. Et moi, j'étais sûrement pour à l'intérieur. Je me rappelle qu'à la maison, mes parents disaient qu'ils étaient pour, par exemple. Donc on se disait, on est pour. Mais dans la cour de récré, c'était pas stylé d'être pour le mariage pour tous. C'était, oh là là, ils font chier les gays à avoir besoin d'avoir les mêmes droits que tout le monde. Et pourtant, on faisait partie de ces gens. Pourtant, on parle de lycée parisien. Assez ouvert, je veux dire public, tu vois. Éduqué, privilégié, c'est des lieux où on pourrait s'attendre à ce que... Mais est-ce que justement ça n'a pas énormément changé? Parce qu'aujourd'hui, la loi, du coup, sous le gouvernement François Hollande... Le mariage pour tous, c'est une réforme qui n'a pas été si simple à faire adopter, puisqu'il y avait une obstruction de la part de la droite et des mouvements de rue. Et là, on a tenu bon, et maintenant, plus personne, sauf quelques extrémistes, remettent en cause le mariage pour tous. Et ça doit nous servir de leçon. Souvent, on pense qu'il y a des réformes faciles à faire. Il n'y a pas de réforme sur les questions de société faciles à faire. Aujourd'hui, elle paraît évidente pour bien plus de monde. Probablement pas pour tout le monde, mais pour bien plus de monde qu'à l'époque. Ça a changé, mais si tu regardes les commentaires, nous, quand on fait des vidéos justement sur ce sujet-là, la majorité des commentaires, c'est encore des gens qui disent vous faites chier à en parler, pourquoi vous avez besoin d'en parler, pourquoi vous êtes là, pourquoi on n'entend que vous. Il y a une réelle... les gens se sentent attaqués, en fait. Quand tu parles d'homosexualité dans les médias, les hétéros et les homophobes se sentent mis en danger. Donc tu sens qu'il y a encore un problème, en fait, avec ce sujet-là. Et puis surtout, si c'était plus un sujet... Si c'était plus un problème, t'aurais un film sur deux qui sort dont le personnage principal serait homosexuel. Bon, après, il n'y a pas une personne sur deux dans la société qui est homosexuelle. Moi, je suis convaincue que 50% de la population est homosexuelle. Ah ouais. Alors, les stats Si ce n'est ne montrent plus. pas ça, Non, mais si ce n'est c'était plus. plutôt Ou un bisexuel. dixième de la Bien population, sûr, je crois. mais les statistiques, si tu veux, qu'est-ce que c'est des statistiques? Les statistiques, déjà, on prend des échantillons de la société et on prend surtout une culture à un moment donné. Évidemment qu'aujourd'hui, si tu demandes à je sais pas, toute la population française qui est gay, t'as 10% qui vont lever la main. Mais parce que les 40 autres %, ils sont dans le placard, si tu veux. En fait, si tout le monde avait l'occasion d'être qui il voulait être, je pense déjà que 80% de la population, je crée mes propres statistiques. Avec Julia, on a créé notre propre IFOP, ça s'appelle l'ICROT. Et on a nos propres chiffres. Il faut savoir qu'Élise et Julia, parfois... Je pense que si tout le monde avait le choix, si on te disait, s'il y avait une présomption de bisexualité à l'école, et pas d'hétérosexualité. Si donc on partait du principe que tout le monde était bisexuel à la naissance, et que c'était d'accord, il n'y avait pas de problème sur ça, 80% de la population au moins ferait une expérience homosexuelle. Ça, j'en suis convaincue parce que nous, on a beaucoup parlé avec Israël Nizan, qui est le président du collège des gynécologues obstétriciens de France. Donc c'est un peu le patron des gynécos. Un Strasbourgeois qui a été c'est d'ailleurs de lui dont je tiens cette stat qui me disait au collège un cours d'éducation sexuelle entre une personne sur 7 et une personne sur 10 qui était homosexuelle. D'ailleurs c'est marrant, on est la même référence. Qu'est-ce qu'il dit Israël Nizan? Il dit que scientifiquement, il ne peut pas être prouvé qu'un enfant quand il naît, il est forcément hétérosexuel et qu'ensuite il y a la société qui va le faire dévier. Au contraire, il est scientifiquement prouvé qu'un enfant quand il naît, il est bisexuel. Ah ouais. Voilà. Ok. Non mais c'est super intéressant, mais autant aujourd'hui, ce que vous décrivez toutes les deux pourrait être tout à fait possible, parce que PMA, GPA, on est aujourd'hui à s'arriver à ce niveau-là de technologie, il y a 200 ans, ça aurait peut-être pas été possible pour des simples questions, je sais pas, de reproduction ou de taux de natalité, non? Alors déjà,
tu mentionnes la GPA. La GPA, dans la Torah, donc dans la Bible, le premier chapitre de la Bible, on va dire, il y a une histoire de GPA. Parce que Sarah ne peut pas avoir d'enfant avec Abraham et va utiliser finalement le ventre de Hagar, qui est sa servante, pour effectivement avoir un enfant. Donc il y a une histoire de GPA, donc ça existe depuis toujours, on va dire. Il y a également une histoire d'amour homosexuel entre David et Jonathan quand même, où David, le roi David, qui a quand même un rôle très important dans la Torah, dit « Je l'aimais plus que la vie, j'aimais Jonathan plus que j'aimais les femmes ». Enfin, c'est quand même de la false. Est-ce que c'est de une belle l'amour romance. Est-ce que c'est une homosexualité c'est un tu vois Le but de la Torah... Est-ce que c'est une bromance entre... Le but de la Torah et de l'Ancien Testament, c'est de faire de l'interprétation. C'est ouvert à l'interprétation. Toutes les phrases que tu lis, il y en a qui n'ont aucun sens, et après les gens vont l'interpréter. Est-ce que c'est pas juste la société qui a mal interprété ce texte, qui était en réalité une belle histoire d'amour en fait entre deux hommes? C'est les gens qui interprètent ce texte, mais c'est surtout les hommes qui interprètent ce texte depuis toujours. En tout cas, nous, nos éducations religieuses ont toujours été transmises par des hommes pour des hommes, et quand on lit une Torah, une Bible ou un Coran, c'est vraiment un livre destiné aux hommes. Donc nous, on réinterprète, c'est vrai, et on lit un peu à notre manière les textes sacrés. Mais c'est un peu aussi une manière humoristique d'amener le sujet de ça existe depuis la nuit des temps. Il y a un argument qui est un peu, je trouve, le point Godwin de l'homosexualité, c'est quand on dit mais les Grecs et les Romains, ça existait déjà à leur époque, évidemment, l'homosexualité, etc. C'est tout à fait vrai, effectivement. Mais on ne parle que des hommes, donc des hommes de pouvoir, qui pouvaient effectivement, sans se prendre la tête, ken ensemble et faire des orgies exceptionnelles, etc. Mais parce qu'il y avait... Des orgies Ça avait une vocation d'élévation aussi dans la pédérastie, c'est aussi un maître et un élève, un éphèbe qui est jeune et un maître plus sachant qui va instruire, y compris dans ce domaine-là, un jeune. Alors après, quelle est la relation? Je ne suis pas non plus spécialiste. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des références historiques à l'homosexualité de tout temps. Donc ça, c'est OK. Ce que je voulais dire, c'est que tu parlais de loi tout à l'heure et tu disais c'est de mieux en mieux, puisqu'il y a eu la loi du mariage pour tous, il y a eu la loi de la PMA. La loi du mariage pour tous, c'est 2013. La loi de la PMA, c'est 2021. La GPA n'est pas encore passée en France, c'est même pas dans l'imaginaire 2022, je te dirais même. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, en l'occurrence, si tu veux faire une PMA aujourd'hui, ça te prend en fait 3 ans parce qu'il n'y a pas assez de donneurs et pas assez de donneurs et donneuses en France. C'est un autre problème. Ce que je veux dire, c'est que la France, vraiment, est un des derniers pays d'Europe centrale à avoir fait passer ce genre de loi. Donc nous, on a grandi dans un monde où on n'avait pas le droit de se marier finalement, en fait. Et quand on était adolescente, on s'est dit, ah putain, on n'est pas encore out, etc. Mais je pense que nos inconscients lesbiennes nous disaient, bah là, on vient d'acquérir un droit. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas eu ce droit-là dès la base? Donc si tu veux, quand tu vis une existence où personnellement en tant que minorité tu acquiers des droits, ça te fait réfléchir sur le monde dans lequel tu vis, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de travail à faire, notamment sur la GPA, notamment sur la PMA. Il y a plein de lois à faire passer. Donc il y a encore des inégalités. Il y a encore des endroits en France, évidemment, où dans les cours de récré, ça se passe très mal, où les enfants homosexuels finalement se suicident. On pense à Lucas, 13 ans, il y a 3 mois, un suicide, homophobe. Je veux que ça les fasse réfléchir, qu'ils ne recommencent pas et puis qu'ils mènent des actions peut-être derrière, et peut-être que ça va les faire évoluer et qu'ils mènent des actions derrière. Ils ont l'âge de Lucas. C'est fort ce que vous dites, c'est que vous leur en voulez pas, quoi. Je suis quand même obligée de leur en vouloir. Et ben voilà, mon fils, il est plus là, quoi. Parce qu'ils ont pas été cool, ils étaient méchants avec lui. Et voilà, mais si je pouvais aider les autres avec leur ressenti à eux, ça serait une victoire de plus, un pas en avant, pour faire réfléchir tout le monde, en fait. Tout ça est dû au manque de représentation. Et donc, on a décidé finalement d'interviewer des personnalités, puisque c'est vrai qu'on a fait un choix un peu all-stars, d'accord? On a choisi effectivement de prendre, pour la plupart des personnes assez privilégiées, puisque ce sont des personnalités, mais qui ont des existences qui viennent de milieux populaires, etc., depuis l'enfance. Laurent Wauquiez, Xavier Dolan, Augustin Travenard, Pomme, Bilal Hassani. Tout à fait, mais on a décidé de prendre des personnalités parce que ces gens ont des audiences et qui peuvent toucher le plus grand nombre. Et ça a été un pari un peu gagnant, parce que tout le monde a pu s'y identifier et se dire si ma star préférée est homosexuelle ou trans, eh bien je peux l'être et je peux rêver de l'être. Mais et surtout aujourd'hui, là on est à Paris, évidemment que les choses elles ont changé, qu'elles ont évolué, que c'est génial pour les homosexuels et les trans. Tu sors de Paris,
il y a des villes, des villages dans lesquels des gens n'ont jamais entendu parler d'homosexualité à part à la télé et de façon péjorative. Parce qu'en réalité, la parole en plateau télé, elle est souvent donnée aux homophobes, plus qu'aux homosexuels. Ou alors, on va inviter quelqu'un, on sait que ça va faire le buzz, parce que cette personne va dire n'importe quoi, un mec qui a twerké dans une église, un militant d'extrême droite. Là, ce qu'on veut justement, c'est montrer des gens qui sont finalement connus, mais qui représentent tout le monde. T'as des candidats de télé-réalité, t'as Bilal Hassani, t'as des présentateurs télé, t'as des écrivains. Les politiques aussi. Voilà, on veut montrer que ça concerne tout le monde. Et que quelqu'un qui habite à la campagne, qui n'a aucune aide autour de lui, se dise « Waouh, je suis pas tout seul, c'est bon, je vais m'en sortir ». Est-ce que tu trouves que les représentations des personnes homosexuelles sont caricaturales parce que, enfin c'est même un point de vue qui est partagé d'ailleurs par certaines personnes homosexuelles, et j'entendais, et ça avait fait scandale, Mathieu Delormeau, qui avait critiqué, je crois, Bilal Hassani en disant, voilà, c'est une représentation de la folle qui est une forme de cliché de la personne homosexuelle qui nous dessert. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut exacerber une forme de revendiquer une forme d'identité queer, gay, homosexuelle, ou est-ce que par le fait de normaliser un discours et d'être en gros comme tout le monde et juste c'est pas un sujet, je suis gay, on en parle mais je suis en gros vraiment comme toi, c'est quoi la meilleure stratégie? En fait, moi je pense que la société française et les médias ont tendance à clowniser les gens. C'est-à-dire que y a pas de bonne ou de mauvaise représentation. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est juste qu'il faut qu'il y ait une égale représentation, qu'il y ait de tout. Il peut y avoir Bilal Hassani, Mathieu Delormeau, Xavier Dolan à la télé. En fait, on a toujours besoin de choisir un ambassadeur pour une cause, alors que pas du tout. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans notre livre, par exemple, il y a Chemseddine Hafiz, donc le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Moi, je n'ai jamais vu. Au crayon. Voilà. Moi, je n'ai jamais vu un musulman comme lui dans les médias, par exemple. C'est-à-dire une figure qui est éclairée, qui a un discours qui est audible, qui est compréhensible. Et on a l'impression que les médias font exprès, par exemple, de nous mettre des personnalités qu'on ne va pas aimer à la télé, pour que cette communauté soit décriée en fait. Faut regarder le crayon. Faut regarder le crayon. Non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire, et la question de Jules, moi j'aimerais aussi l'approfondir sur les questions de la pop culture, parce que je pense que c'est vraiment des trucs que vous voulez attaquer en fait. Vous avez grandi, vous, avec ces imaginaires-là, et vous essayez de les retransmettre pour la nouvelle génération avec justement plus d'impact là-dessus. C'est quoi aujourd'hui les imaginaires qui ont plus d'impact sur la question de la sexualité des gens? Est-ce que c'est le cinéma? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est la littérature? Est-ce que c'est tout en même temps? En fait, c'est quoi aujourd'hui? C'est tout en même temps. Même avoir un prof homosexuel, ça peut changer une vie. Ok. En fait, quand on lit, vous savez, quand on est petit, on nous offre des livres, l'encyclopédie imagée de la ferme, le corps humain. Et ben, dans ces livres-là, c'est toujours un papa et une maman. Dans les Disney, c'est toujours une princesse et le prince. Et au-delà d'être sexiste, parce que c'est toujours la princesse qui se fait sauver par le prince, c'est ultra hétéronormé. Et donc, ces représentations-là, elles sont hyper importantes dès l'enfance, en réalité. Et il y a plein de gens qui nous disent « Ouais, mais pourquoi est-ce que vous voulez sexualiser nos enfants ?» Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre des homosexuels dans les dessins animés? Ça les sexualise. Mais dès lors qu'une princesse pécho un prince dans un film, il y a une sexualisation, qu'elle soit hétéro ou homosexuelle. Enfin, pour nous, c'est la même chose, si vous voulez. Et quand on demande à une petite fille de 3 ans est-ce que t'as un petit fiancé dans ta classe? C'est de la sexualisation aussi. Et quand on dit aux petites filles de 3 ans d'être amoureuses de leur papa, qu'elles sortiront jamais avec personne sauf avec leur papa, bah c'est de la sexualisation incestueuse. Donc, en fait, pourquoi est-ce que les homosexuels n'ont pas le droit, eux, à leurs histoires d'amour? Nous, quand on était petites dans la cour de récré, toutes les filles étaient amoureuses de Jérémy Capone dans LOL. C'était le film iconique, d'ailleurs, qu'on a adoré, évidemment. Mais nous, on n'avait personne sur qui fantasmer. Et donc, on faisait semblant, on était en mode, ouais, il est trop beau et tout. Nous, on fantasmait sur Serena van der Woodsen, évidemment, dans Gossip Girl. Parce qu'elle ne se tapait jamais de meuf, à aucun moment. Jamais de meuf. Mais tu vois, quand tu parles de personnages exacerbés, on va prendre, on va dire, les extrêmes chez les hommes et chez les femmes, d'accord? L'extrême, on va dire, le personnage le plus exacerbé chez les hommes, ça va être ce qu'on appelle ça, on appelle donc la folle. D'accord, la folle, etc. Chez la femme, ça va être la cagnoneuse, etc. Ça, c'est, on va dire, les personnages types un peu exacerbés des représentations homosexuelles. Ok? Oui, les archétypes, quoi. Les archétypes, exactement. Qui a créé ces représentations, en fait? C'est le système hétéropatriarcal qui est homophobe, puisque, en fait, je vais même aller plus loin, c'est que le personnage de la folle, il n'y a pas plus, en fait, follophobe
qu'un mec homosexuel qui vit dans une société qui le rejette. C'est-à-dire qu'on a énormément d'amis qui sont gays qui le refoulent et qui sont complètement folophobes, qui sont en mode « mais je ne suis pas comme ça, c'est horrible ». Parce qu'on a dit, la société a dit que ces personnages-là étaient horribles, étaient cringe, etc. Mais ça, c'est cette société qui crée ces archétypes. Nous, on a grandi dans un monde où être lesbienne, ça voulait dire s'habiller comme un garçon. Être camionneuse, comme on dirait. Mais pourquoi ce serait une mauvaise chose, en fait, d'être camionneuse? Et pourquoi il n'y aurait pas de lesbiennes qui s'habillent, en fait, comme elles veulent? Nous, on est pour une pluralité des représentations et d'avoir soit des gens qui nous ressemblent ou soit des gens qui ne nous ressemblent pas. Il faut que chacun puisse être qui il veut et qui il a envie d'être et surtout de s'habiller comme il veut, puisqu'en fait, on parle d'apparat, quoi, finalement. Non, mais le but, c'est... Ouais, vas-y. Est-ce que le personnage de la folle, il exacerbe pas une forme effectivement de tension ou il attise pas une forme de haine parce qu'il remet en cause un universalisme, une volonté de ne pas considérer les individus pour leur particularité, leur particularisme, c'est-à-dire moi je revendique ma différence et mon homosexualité, c'est je pense quelque chose qui agace une partie des personnes qui sont homophobes, plutôt qu'un modèle qui serait celui d'une Marguerite Yourcenar qui est lesbienne et personne peut-être le sait parce que en fait c'est pas le sujet, c'est une grande auteure au même titre que Victor Hugo ou que Zola, simplement elle est lesbienne, elle vit avec une femme. Oui, mais pourquoi est-ce que, par exemple, un homme dit folle, un mec homosexuel qui est un peu folle, énerve les homophobes? C'est tout simplement une vision hyper patriarcale en réalité, c'est que les mecs, ça les rend ouf de voir un autre mec peut se comporter comme une meuf. Et ou la alors télévision, que c'est une forme caricaturale mais pourquoi c'est caricatural en fait? Qu'est-ce qui est caricatural? C'est la télé déjà qui a vraiment amplifié ces caricatures, c'est-à-dire que quand tu regardes la télé-réalité, les casteurs, ils vont pas prendre un mec qui... Imaginons un mec qui est gay et qui vous ressemble, vous n'êtes pas casté dans l'émission, parce que vous n'êtes pas folle. Eux, ils veulent que ça se voit. Mais c'est des biais qu'ils ont, ils ont également des biais racistes. Ils vont te prendre quelqu'un, il faut qu'il soit vraiment noir, ou il faut qu'il soit vraiment arabe. Genre, ils ont vraiment ce besoin de créer des stéréotypes. C'est comme ça dans toutes les séries, dans tous les films. On a besoin un peu du stéréotype pour que ce soit identifiable. Pour que ce soit plus facile à comprendre, en fait. Plus facile à comprendre, selon eux. Ça a créé ce mythe un peu de la folle dans les médias qui, aujourd'hui, agace parce que, en effet, c'est des hommes qui se comportent comme des femmes. Donc, il y a aussi un truc assez sexiste, en réalité, ça m'énerve de voir un mec se comporter comme une fille. Ça m'énerve de voir une fille se comporter comme un mec, pour les camionneuses, imaginons. Mais en fait, je pense qu'il faut repenser tous les codes de genre dans la société. Et il y a une écrivaine qui s'appelle Monique Wittig qui dit les lesbiennes ne sont pas des femmes, par exemple. Et c'est hyper intéressant ça, c'est parce que quand tu es lesbienne, tu t'émancipes, tu entres dans une émancipation totale du regard de l'homme. C'est-à-dire que moi, dans ma vie professionnelle, je ne vais pas être dans un rapport où je vais avoir peur que mon supérieur ou qu'un investisseur, par exemple, me drague ou ait envie de moi. Parce que je vais tout de suite instaurer quelque chose de pas de séduction. Je suis lesbienne, tu ne m'auras pas. Bah, ça nous a même sauvés. Ça nous a sauvés, en fait, d'être lesbienne professionnellement. En fait, si tu veux être lesbienne, alors c'est vraiment une analyse personnelle, hein, parce qu'on ne parle pas pour toutes les lesbiennes, parce que tu as des personnes lesbiennes qui se sont fait agresser, etc., parce qu'elles étaient lesbiennes. Mais en tout cas, nous, je sais pas si c'est parce qu'on est deux ou quoi, mais les mecs ne nous draguent pas, en fait. Donc on rentre jamais dans une relation de séduction avec un homme, et donc ça empêche énormément de problèmes liés à tous les problèmes d'harcèlement, etc., qu'il y a dans notre société aujourd'hui. Et tu vois, tu disais... On a une codification, justement, du genre et de ce qu'on doit être quand on est de tel genre. Mais en réalité, moi, si un mec a envie d'être folle et qu'un autre mec a envie d'être hyper viril avec des poils partout dans le cul et je m'en fous de où, mais grand bien lui fasse. Bravo, t'as du poil au cul. Moi, j'aimerais juste que tout le monde puisse kiffer sa vie et que on arrête qu'on arrête de se faire chier tous les uns et les autres. Je vais juste rajouter un truc, c'est qu'on est dans une société où c'est vrai, on va le rappeler, parce qu'on va prononcer beaucoup de fois ce mot-là, c'est l'hétéropatriarcat. La société hétéropatriarcale, elle crée un culte de la virilité. Donc un homme qui est homosexuel, il va perdre en virilité et il va donc se rapprocher de la femme. Donc il va être finalement
rangées au rang de femmes, c'est-à-dire en dessous des hommes finalement. Une femme qui va devenir lesbienne ne va plus rentrer dans un rapport de séduction avec un homme et va gagner en virilité. Ça, c'est des inconscients collectifs qu'on a tous, qui sont bidons et qui sont imaginaires, mais c'est ce que la société nous dit. Donc il y a une question de gain et de perte. À quel niveau du patriarcat, comment je gravis l'escalier du patriarcat pour arriver en haut de la pyramide. Et les hommes se sentent menacés par ça, je le pense profondément, parce que d'un côté, les mecs, donc les gens comme eux, ils deviennent comme des meufs, et les meufs, donc les personnes qui sont l'opposé d'eux, deviennent comme eux, et même plus puissantes qu'eux, parfois. Et ça, c'est une vraie menace en réalité pour l'homme. Les lesbiennes, selon les homophobes. Mais je comprends très bien la réflexion derrière, mais qui est responsable? À qui profite le crime? Quel est le but qui met en place cette société hétéropatriarcale? Parce que les gars, ça semble parfois un peu être, c'est un système, c'est la faute d'un peu personne, mais on n'arrive pas à le changer. Comment ça fonctionne en fait? Parce que ça a l'air d'être parfois un mot un peu valise. Je vous en veux pas de. L'hétéropatriarcat? Oui. Oui, bien sûr. En fait, moi, si tu repars à l'origine du monde. Mais allô, là, c'est vraiment, on se fait une conversation de fonce dé. Parce que cette conversation-là, je l'ai dans des cuisines à 3h du mat, après avoir fumé un joint. Mais moi, je me dis, depuis la nuit des temps, ok, on était hommes des cavernes. Bon, bah, les hommes des cavernes, ils étaient là et tout, ils faisaient leur life. Ils ont compris que, bon, bah, tu kennes avec une meuf, elle a un bébé, elle peut plus trop porter les cailloux et chasser le goéland, si tu veux. Donc, il y a un rapport de force qui se crée lié à la force physique. Un rapport de domination lié à la force physique. Ok? Qui naît de ça. Les textes sacrés ont été pensés par les hommes, pour les hommes. Si tu regardes bien, si tu as envie d'analyser le truc, par exemple, la question du voile. Chez les juifs, une femme, elle se couvre la tête à partir du moment où elle se marie, pour montrer qu'elle appartient à quelqu'un. Mais quelle femme aurait eu envie d'écrire ça? C'est un homme qui a écrit ça. C'est des mecs qui se sont sentis menacés qu'en fait leur meuf aille ken ailleurs et qui se sont dit je vais lui mettre un truc sur la tête, comme ça elle sera dégueulasse. C'est ça le truc en fait. Donc c'est ça l'hétéropatriarcat, c'est que ça fait 5000 ans, même plus je dirais, ça fait plus de 5000 ans qu'en fait il y a une peur de l'homme, de l'humain homme, de peur de se faire remplacer, d'ego en fait, c'est l'ego, tous les philosophes en parlent de l'ego. C'est pour nous, l'hétéropatriarcat, c'est l'ego. L'ego à son paroxysme. L'ego tel qu'il est écrit dans les textes sacrés, c'est « il faut absolument empêcher qu'on me trahisse ». Et pour ça, il faut que la femme, qui est l'objet du péché, vous rendez-vous compte que Ève, quand même, elle a mangé la pomme du serpent. C'est une ouf. C'est le péché, la femme, pour l'homme. Et donc ça part de ça, l'hétéropatriarcat. Ça part que la femme, c'est un être, elle est vicieuse, elle peut faire des bêtises, et me doubler. Donc il faut absolument que je l'empêche. Et l'homosexualité, puisque l'homosexualité masculine, aujourd'hui, emprunte des codes féminins, c'est une menace pour le patriarcat, c'est une menace pour l'homme. Parce qu'il emprunte des codes de la femme vicieuse. Donc on va l'interdire, et donc dans les textes sacrés, la mention à l'homosexualité est traduite par une abomination. Donc lorsque l'on vit dans un milieu, en France quoi, je veux dire, quand on vit dans un pays à culture religieuse, à héritage religieuse, quand on ouvre un texte, il y a écrit qu'on est une abomination. Donc comment on se construit avec ça? Et en fait, c'est le fruit de l'hétéropatriarcat, si tu veux. Et est-ce que cet héritage, il n'est pas aussi le reflet de ce qu'on retrouve chez les mammifères dans la nature, tu vois, où tu vas avoir en gros le mec qui effectivement, enfin le mâle, qui en fout pas forcément une, mais qui est... roule des mécaniques et monte de voilà, ses bosses. Exactement, le lion, quoi. Est-ce qu'il n'y a rien de biologique là derrière? Est-ce qu'on parle beaucoup de ces constructions sociales? Comment vous gérez ça Évidemment qu'il y a pour nous une différence entre l'homme et la femme. Pour nous, l'homme et la femme doivent être égaux en droit. Mais je parle même du fait de l'hétérosexualité, je veux dire, qui est... Est-ce que vous avez vu le film La Revanche d'une blonde? Non. Un film iconique, avec Reese Witherspoon, qui est sorti début des années 2000. Bref, dans le 2, elle est en plein procès, c'est une avocate qui est blonde. Et elle est en plein procès avec une histoire de chihuahua, bref. Et elle révèle quelque chose qui est en réalité vrai scientifiquement, c'est qu'il y a plein d'animaux qui sont homosexuels.
C'est vrai. Tout à fait. Les animaux ne sont... En fait, la façon de faire des documentaires animaliers aussi, elle est hétéropatriarcale, si tu veux. Je n'ai jamais vu un documentaire animalier sur l'homosexualité des animaux. Pourtant, tu tapes sur Google « animaux homosexuels », je crois que même la moitié des animaux sont homosexuels. Genre, c'est un vrai chiffre. Donc... En fait, si tu veux, oui, on voit le lion, le roi de la savane qui roule des mécaniques et tout, pendant que la meuf... d'ailleurs, la lionne va chasser. C'est la lionne qui chasse. Bien sûr. Non, mais la lionne est en meute et la lionne est entre femelles, etc. Et puis chez les pingouins, le pingouin, il est aussi papa poule. L'hippocampe, il tombe enceinte. Là, je parlais des mammifères d'ailleurs, hein, et parce que dans le vivant, il y a plein de choses qui se passent. Et, il y a des espèces hermaphrodites, effectivement. Mais il y a une théorie féministe dans laquelle je crois profondément, c'est que l'histoire, et donc les cours d'anatomie et tout ce qui s'ensuit, a été écrit par des hommes. D'accord ? Donc, lorsque l'on prend par exemple, tu prenais l'image des hommes préhistoriques. D'accord ? On dit souvent que les hommes préhistoriques allaient chasser et que les femmes allaient à la cueillette. Donc c'est une manière de dire qu'en fait les femmes avaient moins d'activité physique. Et donc voilà. Et en fait, tu as des historiennes aujourd'hui. Je vous redonnerai le nom de l'historienne. Je vais juste la chercher sur mon téléphone, vous allez la filmer. Voilà. Il y a un livre qui a été écrit par une historienne qui repense en fait la préhistoire d'un point de vue peut-être féminin. Et en fait, il n'y a aucune preuve dans laquelle les femmes allaient à la cueillette et n'allaient pas chasser avec les hommes. Aucune preuve. C'est vraiment une manière... romancée, en fait. Romancée et patriarcale du terme de voir l'histoire. Comme, on nous a enseigné une histoire où tous les personnages masculins étaient des super-héros. Il y a très peu de personnages phares féminins. Il y en a, évidemment, mais très très peu. Miss Marvel, non, elle dégomme tout, elle triche un peu, elle. Non, mais je comprends très bien, mais pour en revenir sur ce que tu disais, parce que je trouvais ça passionnant pour le coup, cette question justement de la construction par rapport au monde animal et tout. Est-ce que tout ça, en fait, n'en revient pas à la question fondamentale que des hétéros peuvent avoir un enfant à deux dans la nature, là où deux homos ne peuvent pas ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, en fait, ça qui est à l'origine et de la norme presque de la crainte, en fait, Bien que sûr. ça porte et tout ? Bien sûr. Religieuse, hein, notamment, parce que la religion, c'est fait pour perpétuer Bien un sûr. peu l'espèce et tout, tu vois. Mais tu vois, il y a un truc qui est intéressant, c'est que justement, il y a toujours eu cette peur. Donc l'homosexualité, c'est la renonciation à la procréation. C'est un renoncement, voilà. Enfin, à l'époque, en tout cas, quand il n'y avait pas de blague, pas de père. En 1900, comment on faisait, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est comme l'a dit Julia, c'est que dans la Torah, c'est-à-dire le texte, il est vieux, il a 6000 ans le truc. Il y a une GPA. Il y avait déjà de la procréation, de la gestation pour autrui. Tu te rends compte ? C'est-à-dire que déjà à l'époque, il y avait des mecs qui étaient en mode, franchement, it's not working, enfin ça marche pas, mon zizi est cassé, il me faut quelqu'un d'autre. Donc, ou une meuf qui n'arrivait pas à tomber enceinte, on trouvait des remplacements. Aujourd'hui, 80% des PMA, elles sont faites, j'aime bien le chiffre 80%, vous avez remarqué. Aujourd'hui, 80% des PMA, elles sont réalisées par des hétérosexuels, des couples hétérosexuels. En réalité, la GPA et la PMA concernent beaucoup plus les hétéros aujourd'hui que les homosexuels. Les couples stériles où il y en a plein, il n'y a pas de solution. On connaît plein de gens dans notre entourage dont les mecs ou les meufs sont stériles dans le couple et ils font appel à des donneurs. Pourquoi est-ce que les homosexuels n'auraient pas le droit à ça ? Il y a carrément, je crois, un couple sur 5 qui fait une PMA aujourd'hui. C'est beaucoup. Et donc il y a cette peur dans la religion, cette phobie. Il y a un État juif dans le monde qui s'appelle Israël, où ils avaient cette problématique, parce que justement, les juifs, ils ont un peu cette obsession pour la reproduction, pour ne pas que ce peuple disparaisse, parce qu'on est très peu, 0,01% de la population mondiale. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait passer la PMA et la GPA, qui est légale là-bas. Donc, les couples homosexuels ont des gosses, qu'ils soient hommes ou femmes. Il n'y a plus... Et alors, s'il n'y a pas de mère, est-ce qu'ils sont juifs ou pas ? Si la mère porteuse... tu te doutes bien que là-bas, les donneurs... En vrai, c'est une très bonne On a posé question. évidemment cette question à un rabbin, tu vois bien. Non, en fait, dans la religion juive, c'est la mère qui transmet la religion. Donc effectivement, pour un couple d'hommes gays, si la femme, si la donneuse d'ovocytes et la mère porteuse est juive, l'enfant est juif, c'est plutôt dans le cas où effectivement c'est pour des couples de femmes. Si une des femmes n'est pas juive, en fait c'est est-ce que la transmission de la religion se transmet par le ventre, c'est-à-dire la mère porteuse, ou par la donneuse d'ovocytes. C'est un questionnement. Et dans le judaïsme, c'est passionnant. Ce qui est ouf, c'est de se dire qu'il y a des grands sages juifs. C'est-à-dire qu'ils sont ultra religieux, ils sont censés être... On peut s'imaginer qu'ils sont fermés d'esprit, ça s'appelle les poskim, c'est ça ? C'est des grands penseurs juifs, c'est comme on va dire les législateurs aujourd'hui du judaïsme.
ils se disent, bon, l'homosexualité est interdite, mais elle existe. Donc comment est-ce qu'on fait? Ils font de l'herméneutique, ils réfléchissent. Voilà, ils se disent, si demain on a deux mecs qui sont mariés et qui veulent faire un enfant, comment on fait? Parce qu'il faut quand même bien que leur enfant il soit juif, c'est notre but. Donc ils trouvent des solutions. Et en Israël, évidemment, vu que la majorité de la population est juive, quand tu as une donneuse ou un donneur, souvent il est juif. Hein. Les statistiques ethniques sont autorisées là-bas, donc tu peux savoir. Comme aux États-Unis d'ailleurs. Aux États-Unis, tu as des centres de dons pour musulmans, pour juifs, pour catholiques, où tu es sûr que le donneur est de la même religion que toi. Et d'ailleurs, en réalité, en France, c'est interdit de faire des statistiques ethniques, mais dans le cas d'effectivement des PMA, je dirais qu'il faudrait des statistiques ethniques, puisque aujourd'hui, le problème qu'il y a en France, c'est le manque de diversité chez les donneurs. Donc il y a 900 donneuses d'ovocytes, et à peu près 300 donneurs de sperme. Okay, donc on parle il y a moins de 1000 personnes qui peuvent donner. Donc évidemment, statistiquement, il y a beaucoup plus de personnes blanches qui peuvent donner leurs ovocytes, leurs gamètes et leur sperme. Qui donnent, oui. Oui, qui donnent. Et donc en fait, tu peux avoir un couple de personnes noires qui se retrouveraient avec un enfant blanc. Ce qui manque exactement, c'est des personnes afro-descendantes ou asiatiques descendantes qui n'auront jamais accès ou dans très longtemps à des gamètes. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas la porte ouverte à une forme d'eugénisme en vrai? Où tu te retrouves quand même à être à un stade un peu en mode genre le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où en fait tu vois c'est quoi, des yeux bleus, des cheveux blonds, vous voulez qu'il ait un gros nez, un petit nez. Tout ça évidemment est une question philosophique qui est en questionnement. Mais c'est vrai que je me mets à la place d'une personne qui est afro-descendante, donc une personne noire. Je peux pas avoir accès à la PMA. Parce qu'il n'y a pas de donneurs et de donneuses noirs. Ou alors avec un. Ou alors tu as accès mais tu as un enfant blanc, bien sûr. Mais je pense que c'est d'ailleurs peut-être aussi un des trucs qui pousse aussi autant, à mon avis, de haine et de violence sur ces sujets-là aussi. C'est parce qu'en fait, parfois, ça rentre vers des particularités que normalement notre pays doit pouvoir couvrir. Et en fait, ça peut mener vers justement ce genre de risque, en fait, de risque technologique là, dans le cas de la PMA. Mais bien sûr, mais parce que la France en fait un débat de société, en fait une problématique. Quand je prends l'exemple d'Israël, c'est parce qu'en Israël, bon évidemment là ils ont un gouvernement d'extrême droite qui est complètement à jeter à la poubelle. Mais je veux dire, quand tu parles de la population et donc de tous ces couples homosexuels qui ont eu recours à la GPA, ça a enlevé le problème de l'homophobie dans leur famille en fait. Le problème des parents qui sont en mode oh mais tu vas pas faire d'enfant et tous ces sujets là de ah tu vas choisir la couleur des yeux, le machin. C'est même plus des sujets, c'est du détail. Parce qu'en réalité, quand tu t'es hétéro et que tu te mets en couple avec un mec, oui, bah tu regardes quelle couleur sont ses yeux, et s'il a du fric, si il fait un métier que t'aimes, et s'il a des antécédents de cancer, parce que t'y penses quand même. Tu vois, enfin, peut-être pas à tous ces facteurs-là, mais en tout cas, évidemment que tu regardes quand même des caractéristiques physiques qui te plaisent et tu te dis, oh là là, nos enfants seraient beaux. Bon, bah, tu te le dis aussi avec la PMA, et ça doit être encadré, c'est un sujet qui est très éthique. Ouais. Mais en réalité, il est fait dans déjà tellement de pays et ça marche dans tellement de pays que ça va, tu vois, le sujet, il est traité en fait. Et alors, pourquoi l'homophobie? Pourquoi l'homophobie? Mais pourquoi l'homophobie? L'impression chez les personnes qui sont religieuses que c'est une épreuve, souvent une épreuve divine, qu'on peut combattre par la prière, par les louanges au Tout-Puissant. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre, que dans un logiciel de quelqu'un qui est religieux, ça fonctionne comme ça parce que tout ce qui advient est la décision, un déterminisme qui est la volonté du Tout-Puissant, y compris quelque chose qui ne va pas dans le sens qu'on aurait imaginé, une homosexualité pour ses enfants. Est-ce que vous pouvez le comprendre et sinon, pourquoi ? Bien sûr qu'on peut le comprendre, évidemment qu'on comprend tout, si tu veux, évidemment, tu vois. Mais nous, on est principalement concernés par les choses. Quand on est dans une famille religieuse, quelle qu'elle soit, l'homosexualité, c'est toujours un problème. La transidentité, je pense que c'est genre le big des problèmes. Inconcevable. Ok. Attends, qu'est-ce que je veux dire ? Non mais déjà, il y a un truc à dire, c'est que, moi, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler aux religieux, c'est qu'on dit toujours Dieu a fait l'humain à son image. Donc, Dieu est peut-être un peu lesbienne. Dieu est peut-être un peu homosexuelle. Elle est lesbienne, noire et communiste. Elle est lesbienne, noire. Et communiste. Non mais, c'est-à-dire que si Dieu a fait l'humain à son image, et que l'homosexualité, elle est inscrite dans nos textes sacrés, c'est que Dieu a créé cette chose qui est l'homosexualité, qui est à son image aussi. En fait, ouais. Donc on fait un peu partie de Dieu. Ce que je voulais dire, c'est que, c'est bon, j'ai retrouvé mon idée, c'est que l'homosexualité, c'est une abomination.
ok ? Mais il y a plein d'autres interdictions dans les textes sacrés. Nous, on va parler de la Torah parce qu'on est principalement concernés par le judaïsme. Il y a plein d'autres interdictions dans le judaïsme qui, aujourd'hui, en 2023, sont un peu en laissez-passer. C'est-à-dire que si tu es juif et que tu fais pas Shabbat, tu n'es pas menacé de mort par la communauté, si tu veux. À l'époque, c'était le plus grand des péchés. Exactement. Le divorce, on rappelle quand même que c'est interdit dans les lois sacrées. Aujourd'hui, en Israël, t'as plein de personnes qui divorcent évidemment, et en France, quand t'es juif, tu peux divorcer, ça va quoi, il y a des divorces religieux. Hein, en islam, l'adultère est un des plus grands péchés, et l'infidélité, c'est vraiment des coups de fouet à mort. Bon, aujourd'hui, évidemment, qu'il y a des mecs qui trompent leur meuf, et heureusement qu'ils n'en meurent pas. Et les potards qui bouffent, les potes musulmans qui bouffent et pourquoi du porc l'homosexualité, bon. pourquoi l'homosexualité, c'est toujours une interdiction énorme, un truc qui, finalement, ne peut pas être, on va dire, banalisé dans la religion. C'est une question qu'on se pose. Une fois de plus, la cause, si la religion, elle se sent aussi menacée par l'homosexualité, c'est à cause du patriarcat. C'est une fois de plus ça. Parce que ça remet en question le rôle du père. Ça remet en question le rôle de la mère, le rôle nucléaire de la famille qu'on a construit depuis la nuit des temps. Il y a un papa, une maman, ils seront mariés pour toute la vie, ils vont faire des enfants. Et basta cosy. Sauf que, en fait, ce n'est pas ça. Vu que depuis la nuit des temps, il y a des homosexuels, depuis la nuit des temps, il y a des maris qui, en cachette, vont se taper d'autres mecs sans que leur femme le voie. Et les femmes, vice-versa. En fait, c'est juste qu'on s'obstine à créer un modèle parce que à l'époque, en fait, la religion, c'est la naissance du droit en réalité. C'est la naissance de l'organisation d'une société. C'est créons des règles pour qu'une société fonctionne. Ce qui était brillant à l'époque en réalité. Ouais. Sauf que on a créé des lois qui arrangeaient les législateurs de l'époque. Les personnes qui ont écrit ces lois, c'est comme aujourd'hui, il y a des députés qui écrivent des lois pour organiser la société. Ils font des lois qui les arrangent. C'était pareil à l'époque. Où est la différence ? Le gars qui a écrit toutes ces règles, il s'appelle Moïse, d'accord ? Il avait quand même 40 000 personnes dans le désert à gérer. C'était des gens qui faisaient un peu nimp, d'accord ? Donc il fallait écrire quand même des lois. Il y a 10 lois, donc les 10 commandements, on les rappellera plus tard parce que je les ai pas sur le bout des doigts. Mais il fallait quand même gérer ces 40 000 personnes. Évidemment qu'on va créer des règles, mais au bout d'un moment, il faut passer ces règles. On est en 2023, je veux dire, les communautés religieuses doivent avancer sur ces sujets. C'est la raison pour laquelle nous avons interviewé des représentants religieux, orthodoxes, de chaque religion monothéiste. Le rabbin de la synagogue de Neuilly, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qu'on embrasse, et le prêtre de la basilique de Saint-Denis, qui sont des personnes finalement à qui on n'avait pas vraiment posé les questions sur l'existence et la notion d'homosexualité dans les textes et l'homophobie dans les communautés. Et on réalise un truc très intéressant, qu'on a écrit dans la préface d'ailleurs, c'est qu'en réalité, ce n'est pas la religion, stricto sensu, qui est homophobe. Évidemment, c'est écrit que c'est un péché, mais bon, il y a des milliards de péchés, les gens ne les respectent pas, ils n'en meurent pas. C'est pas la religion qui est sincèrement, profondément homophobe, c'est ce que les gens en font. En fait, le problème, c'est pas la religion, c'est ce que les gens en font, c'est ce que la société en fait. Tu vas sur TikTok, tu regardes une vidéo, moi j'avais posté un TikTok par exemple de 2 potes à moi qui se mariaient. Franchement, les commentaires, c'est une abomination, c'est triste. C'est que des gens qui disent que Dieu, la colère de Dieu va s'abattre sur nous, c'est vraiment, on est en train de commettre un crime. Mais qui es-tu toi pour me dire ce que Dieu, il va me faire à moi ? Personne. Et d'ailleurs, toutes les religions le disent. Ton rapport à Dieu, c'est ton rapport à Dieu. Tu fais ce que tu veux. Le problème, c'est comment toi et Dieu, ça va se passer. Toutes les religions, je pense que le catholicisme est un petit peu plus hiérarchique, typiquement. Oui, c'est possible d'ailleurs. Mais justement, j'avais posé la question, est-ce que tout ça n'est pas aussi une grande mise en lumière, en fait, d'une forme de fin de la religion que d'ailleurs Nietzsche avait même lui-même un peu prédit plus tôt ? Et est-ce que c'est ce que vous voyez aussi, en fait, dans Mais pas l'avancement de forcément, franchement, pas forcément. Quand on dit que c'est vrai qu'en Israël, ils ont passé la GPA à la PMA, ça n'en fait pas un État moins juif, si tu veux. Oui, mais juif, là je parle pas du coup en tant que peuple, là je parle vraiment en tant que dogme religieux, quoi. Ouais, alors là c'est compliqué. Non, mais en vrai, ce qu'il faut transmettre en tout cas aujourd'hui en 2023 comme valeur, je pense, c'est que on peut être religieux, on peut croire en Dieu, même si personnellement, nous, Élise et Julien, on croit pas en Dieu, mais on dit pas aux gens de pas croire en Dieu. On dit aux gens de croire en Dieu s'ils le veulent, mais d'être qui ils sont. En fait, tu ne devrais pas avoir à renoncer à ta foi pour être qui tu es, et tu ne devrais pas renoncer à être qui tu es pour ta foi. Pour ta foi.
Attends, est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Notre rêve... Genre, on peut tromper une personne 1000 fois. Notre rêve, c'est que il y ait des mariages gays dans les synagogues, par exemple. Oui, c'est un mais rêve, ça, un beau rêve. bon, le rabbin nous a dit que c'était impossible. Ou même des prêtresses, du coup, des Non, mais prêtres grave. femmes, tu vois. Oui, y en a non, mais ça Il y en a, évidemment, mais bon, c'est un autre débat qui est dans ce débat-là, évidemment, puisque L'évolution de la religion. Ouais. le mouvement LGBT, pour moi, il est dans le mouvement féministe. C'est un peu un grand mouvement Et qui est-ce qu'on englobe les peut deux. tout avoir? Est-ce qu'on peut être religieux et accepté dans son identité? Est-ce que, là je parle vraiment d'un point de vue presque philosophique, est-ce que le renoncement, c'est pas aussi beau? Après, c'est un sentiment qui est tellement personnel. Si tu veux, moi, par exemple, je me dis aujourd'hui, en tant que femme lesbienne, quand je vais dans un lieu de culte, quand je lis la Torah, je ne me sens pas respectée. En tant que femme, en plus. Je me sens pas respectée. Je me dis, c'est pas pour moi que ça a été écrit, je m'en fous. C'est nul. Ça me saoule. Je trouve ça débile, moi, la Bible. Voilà, je vous le dis. Bisous, maman. Je trouve que les textes sacrés sont débiles. En plein de points, ils ont été très intelligents à un moment donné, mais qui ne sont plus du tout adaptés à notre époque. Ça, c'est mon avis. Maintenant, j'ai un cousin qui est homosexuel et qui est resté très religieux. Mais parce qu'il adore, lui. C'est un mode de vie, c'est un lifestyle aussi, la religion. Moi, je pense que tout est compatible, si on le décide. Tu vois, à l'époque, donc à Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser l'électricité, par exemple. C'était pas écrit dans la Torah qu'un jour on aurait des voitures et des ascenseurs. On a dû adapter aussi la société. En fait, il faut que la religion s'adapte à la société. Exactement. D'ailleurs, en Israël, les ascenseurs font tous les étages à Shabbat pour pas appuyer sur le bouton. Bref, autre débat. Mais c'est vrai que récemment... Non, c'est ouf. C'est ouf, c'est énorme. Les ascenseurs de Shabbat, ça s'appelle. C'est ça. Il y en a deux. Il y a toujours deux ascenseurs, un ascenseur de Shabbat. Récemment, là, il y a un mois, il y a le fils d'un des plus grands rabbins d'Israël qui a fait son coming out. Genre, c'est un peu l'atollé dans le milieu juif, orthodoxe, etc. Mais le mec, il dit pas j'abandonne Dieu, j'abandonne la religion. Il dit juste je suis gay. Il dit j'aime Dieu et j'aime les hommes. Let's go. Non, mais je comprends. Et c'est surtout qu'en plus, dans l'exemple que tu prends juste là, c'est presque un état beaucoup plus qu'une action, en fait. C'est pas je pratique un truc homosexuel, déjà, c'est déjà à la base, je suis homosexuel. Exactement. C'est une identité, bien sûr. Donc, si ton identité, tu trouves que elle peut coller avec les valeurs de ta religion, mais kiffe. C'est ce que dit Shemseddin Hafiz, en fait. Il dit, moi, mon but, c'est que les gens, ils restent dans leur foi. Donc, j'accueillerai tous les homosexuels à la mosquée de Paris, parce que je préfère que ces gens-là restent musulmans, qui continuent à croire en Dieu et qui continuent à avoir de l'espoir, plutôt qu'ils se disent, parce que je suis gay, je dois renoncer. Tu vois. Et là, tu vois, on a dit une chose, on a dit que l'homosexualité est une identité. Il y a pas longtemps, j'ai posté une vidéo sur les réseaux sociaux où je dis que l'identité LGBT ne se transmet pas par les parents et de génération en génération, c'est-à-dire que tes parents, ils te transmettent en fait ta culture et les armes. Par exemple, si tu es noir ou si tu es juif, on nous transmet les armes contre l'antisémitisme, mais lorsque tu es LGBT, on ne te transmet pas d'armes contre l'homophobie. Et quand j'ai dit que être LGBT et être lesbienne était une identité, j'ai reçu, mais genre, je sais pas, 500 commentaires négatifs de personnes qui me disaient « c'est pas une identité, comment tu peux dire ça, etc. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'identité LGBT, c'est une identité qui ne se transmet pas de génération en génération. Nos grands-parents d'origine judéo-chrétienne ont transmis à nos parents un héritage judéo-chrétien, qui nous ont transmis un héritage judéo-chrétien avec les armes contre ces discriminations, notamment contre l'antisémitisme. Je pense profondément que c'est une identité d'être lesbienne, d'ailleurs je le ressens comme ça, puisque je suis confrontée tous les jours aux discriminations lesbophobes, homophobes. Donc, si je suis confrontée à ces discriminations-là, c'est bien qu'on me reproche mon identité. Donc... Et qu'est-ce que ce serait si c'est pas une identité? Bah, qu'est-ce que les personnes disent que c'est? Il y a des gens qui disent que c'est un choix. Ouais, voilà. En mode, t'es lesbienne parce que c'est à la mode, ou t'es lesbienne parce que tu veux faire chier tes parents. Imaginons. Mais si c'était un choix, est-ce que vraiment je serais lesbienne? Est-ce que j'aurais pris le risque, en fait, de me cacher pendant 25 ans? Est-ce que en Tchétchénie, les gens prendraient le risque d'aller dans des camps de concentration? Est-ce que en Syrie, les gens prendraient le risque de se faire lapider? Enfin, au bout d'un moment, il faut que les gens ouvrent les yeux. Ce n'est pas un choix. Tu ne décides pas, tu te réveilles pas un matin en te disant « Je vais être gay ce matin, c'est parti, c'est trop frais ». Non. Okay, let's go. La réalisation de l'homosexualité, c'est un cataclysme à l'intérieur de toi.
Genre, moi, je m'en arrachais les cheveux, j'ai pensé à la mort. Donc, il faut vraiment que les gens comprennent que l'homosexualité, c'est pas un choix, et que l'homosexualité, aujourd'hui, on a besoin d'en parler et on a besoin de les voir partout dans les médias, et que c'est de la faute des homophobes si les homosexuels, ils demandent à être partout dans les médias en ce moment. C'est de la faute des homophobes, hein, c'est bien ce que j'ai dit, pas les homosexuels, mais c'est de la faute des homophobes si aujourd'hui, il y a une Pride. Parce que quand t'empêches toute sa vie quelqu'un d'être qui il est, le jour où il a le droit de l'être, quel kiff, t'as envie de le crier sur tous les toits, t'as envie d'exploser, t'as envie de faire la teuf. La fierté, elle vient de l'oppression. Donc, le jour où les homophobes et les gens en commentaire qui disent « on en a marre de vous voir », ils arrêteront, peut-être qu'il n'y aura plus besoin de faire une Pride. Parce que juste, on sera rentré dans la normalité, on sera normaux, comme tout le monde. Les gens comprendront que c'est pas parce que t'es gay que t'es un alien, en fait, ou une déviation, ou une maladie. Et en fait, on n'aura plus besoin de vous casser les couilles, comme vous dites. De manière générale, est-ce que vous pensez qu'on peut se lesbianiser, devenir lesbienne, par renoncement au patriarcat et aux relations avec des hommes lorsque, par féminisme, on se sent mise en danger et qu'on veut c'est les lesbiennes politiques, ça. Par misandrie. Ouais, est-ce qu'il y a un lesbianisme politique ou une misandrie? Tu sais quoi, ma sœur? Je vais vous prendre l'exemple de ma sœur. Est-ce que du coup, on devient plus misandre et politisé quand on devient lesbienne aussi naturellement à la base? Autre question. Alors, donc, dans l'autre sens. En gros, c'est... je vais vous parler de l'histoire de ma sœur, d'accord? Ma sœur m'a dit là récemment, putain, ce serait cool que je devienne lesbienne parce que les mecs m'ont vraiment saoulée. Mais si tu veux, elle peut pas devenir lesbienne puisqu'elle n'est pas attirée par des femmes, d'accord? Donc déjà, tu peux pas être victime de la société patriarcale et te dire ok, je vais coucher avec des femmes. Faut qu'il y ait quand même une attirance. Enfin, t'as des femmes vraiment que ça dégoûte de coucher avec une femme et c'est très bien comme ça, y a pas de souci. T'as toute une nouvelle génération de femmes qui se disent lesbiennes politiques aussi et qui sur le devant de la scène disent qu'elles sont lesbiennes alors qu'elles ne sont pas lesbiennes. Mais en vrai, si tu touches pas enfin, si t'es hétéro, t'es hétéro. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est un truc sexuel quand même. C'est juste, voilà, les meufs, elles qui sont misandres. Par exemple. Elles vont te dire, bah moi je suis lesbienne ou alors je ne touche plus les hommes, je suis lesbienne politique. Mais je me demande vraiment si elles couchent avec des meufs parce que tu choisis pas. Enfin, tu peux pas choisir. C'est comme si moi je devenais hétéropolitique parce que, je sais pas, les lesbiennes devenaient toutes trop reloues. Et donc j'étais en mode, je suis hétéropolitique. Mais j'ai tellement pas envie de coucher avec un mec, c'est horrible. Je vais vous dire, les lesbiennes sont tellement invisibilisées dans la société que c'est dur de trouver des lesbiennes à se taper. Ouais. Donc en fait, si tu fais le choix de devenir lesbienne alors que t'es pas lesbienne, et que t'es juste misandre et que t'es victime. Genre, c'est très dur de se taper une meuf, en vrai. De les trouver, d'aller au bout. C'était d'ailleurs peut-être une des dernières questions que je voulais te poser, effectivement, que je vais vous poser, c'était justement ça. Et comment on fait? Parce qu'effectivement, si jamais la majorité... Tu veux taper une meuf, c'est ça? Comment on fait? Comment on se tape une meuf? Vraiment, genre, je ne sais pas. Non, mais comment si 90% de la population est hétérosexuelle, ou en tout cas a une orientation sexuelle hétéro, comment on fait pour se trouver entre 10%, quoi? Bah, déjà, ça passera par une visibilisation des lesbiennes dans la société, pour qu'il y en ait de plus en plus, et qu'elles s'affirment et qu'elles soient fortes. Qu'elles puissent se manifester facilement, quoi. Exactement, et qu'elles puissent le revendiquer, l'assumer et le dire. Donc, quand tu le dis, tu es visible, et c'est excellent, tu peux ken. Voilà, donc ça passera par une visibilisation des lesbiennes, tout simplement. Et aujourd'hui, moi, je sais que quand j'étais petite, tous les exemples de lesbiennes que je voyais, c'était un milieu qui était très militant, très politisé. Moi, j'avais pas forcément envie d'être politisée ou militante. Je me disais juste, j'ai envie de ken. Enfin, je veux juste trouver l'amour. Et je pense qu'il est temps qu'il y ait des lesbiennes mainstream. C'est-à-dire qu'on mainstreamise le fait de faire son coming out par la visibilité. Et parce que là, franchement, tu vas sur les applications de dating, au bout de quelques swipes, il n'y a plus aucune recommandation. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, des meufs qui y vont, qui assument, il n'y en a pas pour tous les goûts en tout cas. Donc nous, on invite, de base, on a fait coming out parce qu'on n'avait pas de représentation et surtout parce qu'on voulait se taper des meufs en particulier qui n'étaient pas out. Et on se disait peut-être que si elles écoutent ça, elles vont faire leur coming out en fait. On a fait ça pour se taper des meufs. On a fait ça pour que... Comme ça, tout le monde sait. Voilà. Tout le monde sait que les Julia sont lesbiennes et que du coup, si on veut vous se taper... Non, mais surtout, on voulait que les meufs écoutent ça et qu'elles se disent oh, c'est moi, je peux le faire, je peux faire mon coming out, j'y vais. Et je vais me taper Elise et Julia. Peut-être qu'elles vont penser que vous êtes en couple. Non, c'est bon, on sait faire le... En couple ensemble? Non, bah voilà, on le dit, on a une amitié extraordinaire et ça montre bien que deux lesbiennes ensemble ne sont pas obligées de ken ensemble en fait. Qu'elles peuvent être amies et créer des projets excellents en fait, voilà. Et j'ai une meuf, donc voilà. Moi aussi. Félicitations les filles. Merci Elise, merci Julia. Val, on est très content de vous avoir reçus.
On rappelle que du coup vous avez sorti ce livre Coming Out qui reprend des témoignages de personnalités et de personnes qui ne sont pas connues non plus, en lien avec le podcast éponyme que vous avez sorti sur Spotify, c'est édité chez Stock. Et on espère que ça vous aura intéressé cette discussion, on aurait pu parler dans plein d'autres sujets encore, mais... Petit SO avant de terminer, peut-être qu'on l'a pas vraiment dit dans l'émission, mais vous aviez toutes les deux créé le média Fresh, Ouais. qui a fait partie de nos grandes inspirations aussi, donc voilà. Mais non. Les gars, Oh là ça la passe. là. Mais Bah, ça vous fait serre la vraiment cornette. merci. Bravo à vous. Bravo. Oh là là, vous êtes mimes. Non, vraiment, et je vous félicite. Bah Bah, merci. nous aussi, on vous félicite. Franchement, ce média est super. On fait notre Belle mieux. ambiance. Voilà, la team est géniale. Super studio. Il y a des femmes professionnelles. derrière et bien tout ça. Bien sûr, évidemment. Il y a même plus de femmes que d'hommes. Donc, C'est vrai d'ailleurs. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Il y a plein de sujets, restez évidemment respectueux sur toutes ces questions qui parfois excitent les débats, mais on espère que ça vous aura nourri et on vous retrouve très vite avec plein d'autres vidéos. D'ici Des là, débats, des interviews, des débats, ouais. des interviews évidemment, des enquêtes et abonnez-vous évidemment pour nous soutenir, c'est très précieux. À plus. Ciao.